Bonjour, bienvenue dans le podcast La Voix des Yogis. Je m'appelle Paola Médard et je suis professeure de yoga à Montpellier. Ça fait quelque temps déjà que j'ai envie de partager avec vous une vision plus large du yoga. Pour cela, j'enregistre des histoires de vie racontées par des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin. L'objectif est de pouvoir ouvrir votre champ d'inspiration et vous faire partager le yoga vu par d'autres humains. Sur cette chaîne, vous trouverez aussi des méditations pour prendre un temps d'écoute intérieure. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. En fait, ça me plaît pas parce que je trouve que c'est pas, ça va pas vraiment l'aider dans l'actuel. Tu sais, toujours de se dire, oui, mais tu verras, plus tard ce sera mieux, quoi. Enfin, bon, merci, mais bon, moi aujourd'hui j'en chie, quoi. Tu vois? Bonjour Cassandre, Bonjour Paola. bienvenue dans l'émission La Voix des Yogis. Je suis super ravie de t'accueillir aujourd'hui et qu'on fasse ensemble cet échange libre. On se connaît depuis quelques années maintenant, depuis une rencontre dans une classe de yoga. Et depuis, nos liens se sont tissés, on est devenus amis. Et je trouvais super intéressant de t'inviter ici dans cet espace, dans cet instant du podcast, pour que tu viennes nous partager ta vision du yoga, de la vie et de ce que tu aimes. Alors pour commencer, déjà on est chez toi, donc merci beaucoup d'accueillir ici notre moment toutes les deux. On va avoir de quoi, ce qu'on va aborder pendant notre échange libre et de quoi va être fait notre moment. Mais en tout cas, on est ici dans ton appartement, entouré de toutes les choses, les jolies choses qui sont à toi. Donc on a des peintures, on a des plantes, on a un tapis de yoga, un coussin de méditation. Ça, c'est un peu ton univers. Et écoute, je vais te laisser te présenter, nous raconter un peu qui tu es. Donc, moi c'est Cassandre, j'ai 31 ans. Je suis psychologue. Enfin, j'ai une formation en tant que psychologue et je travaille à la fac des lettres. J'accompagne des étudiants porteurs de handicap dans leurs études. Je pourrais parler aussi de la nature. D'ailleurs, j'habite en pleine nature. Je suis originaire de Montpellier, mais j'ai déménagé pas très loin du Pic Saint-Loup. Et par choix, donc ici, je suis entourée de la nature, de ses bruits, de ses habitants. Et j'y passe beaucoup de temps. Et c'est assez important pour moi. Peut-être on va commencer par le commencement, par le sujet du yoga. Quand dans ta vie tu as rencontré le yoga, nous partager ta pratique. Je dirais que le yoga m'a précédée, parce que, enfin, évidemment qu'il m'a précédée, mais je vais dire dans mon environnement familial, ma grand-mère a pratiqué le yoga toute sa vie, et la méditation jusqu'à la fin. Donc moi, je grandis voilà, avec une grand-mère qui pratique, qui nous en parle. Parfois, à Noël, je me souviens, on pratique ensemble. J'ai des photos, voilà, où elle nous apprend des postures. À ce moment-là, moi, voilà, pas trop compte, quoi, de ce que c'est, de la portée. Surtout qu'elle nous parle pas de l'aspect plus théorique ou spirituel qu'il peut y avoir derrière le yoga. Elle nous en parle plutôt comme quelque chose d'assez concret, de quelque chose qui lui fait du bien dans sa vie, qui a, voilà, une place. Donc plutôt du côté assez ouais, fonctionnel, on va dire. Et finalement, moi, ça rentre vraiment dans ma vie quand j'emménage à Bruxelles. Donc je pars là-bas avec une copine pour faire la fin de mes études de psycho.
Et c'est un moment, ça fait plusieurs années que je fais déjà mes études, il y a un gros enjeu, c'est pour avoir mon master, pour être diplômée. C'est la première fois que je pars de chez moi, un moment assez stressant pour moi, donc je suis pas forcément bien, d'ailleurs mon ami non plus. Globalement, je veux dire, voilà, c'est pas qu'on n'est pas bien, mais c'est que on a pas mal de stress. Ça nous ferait du bien si on essayait de faire une pratique qui pourrait nous amener de la détente, du bien-être. À la base, c'est comme ça mon idée assez simple et un peu comme ma grand-mère assez voilà, pratique quoi. Et donc je me dis bah, pourquoi pas essayer un cours de yoga. Maintenant j'y pense, j'ai déjà fait 1 an et demi de sophrologie. Et je pense que c'est la première pratique qui m'amène à une réflexion et une expérience au niveau du corps. Parce qu'en plus, moi, donc, je fais des études de psycho, donc le mental, je connais bien. Mais voilà, ce côté au niveau, une pratique corporelle et puis pouvoir lier les deux, ça c'est la première fois donc avec cette sophrologue, elle me fait prendre conscience de mon souffle, que je suis un être qui respire, et c'est des choses toutes simples mais auxquelles j'avais jamais eu accès avant ça. Donc je pense que quand même il y a déjà, elle a planté des petites graines à ce moment-là, et c'est un peu, je sais pas, comme une vraie révélation pour moi, hein, ce côté de, voilà, de faire attention à mon souffle, même quand après je suis dans des activités quotidiennes et tout ça, de lier les deux. Donc c'est certainement voilà, pour ça que j'en viens après au yoga. Et donc je cherche sur internet quelque chose de simple quoi, qui serait à côté de chez nous. Et ma coloc cherche en même temps un cours elle, de Qigong. Et donc on commence les deux en même temps. Donc on va un premier cours et je sais plus les jours de la semaine, mais mettons le mardi on va au yoga et puis le vendredi on va au qigong. Et je dirais que les premiers cours de yoga, comme beaucoup, hein, sont une vraie souffrance au niveau physique, même si on en retire tout de suite le fait que voilà, ça nous fait du bien, que ça nous détend, que c'est un moment pour nous, mais c'est très dur. Et pourtant on est deux jeunes, donc je sais pas, à cette époque-là on a 25 ans et il y a des gens beaucoup plus âgés que nous dans le cours, mais je pense qu'on est les plus, on n'arrive à rien faire quoi. Donc voilà, donc on se dit oulala, ça nous paraît vraiment une montagne. Je me vois encore moi dans certaines postures et tout ça, et vraiment trouver que tout est difficile, que mon corps, pourquoi je le mets dans cette position-là, que c'est pas du tout ergonomique, que voilà, mais ça me plaît. Et tu nous parles de tout cet aspect, bon, c'est vrai, des premiers cours, Mm. des premières recherches pour trouver le cours qui correspond, tout ça. Sur quels aspects de ta vie t'as accompagné par la suite? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que globalement, je pense que le yoga et donc ces pratiques corporelles m'ont ouvert une vraie connaissance de moi et le fait de pouvoir lier que j'étais un corps et un esprit. Et je trouve que c'est fondamental, en tout cas ça l'a été pour moi, et que dans notre monde occidental où on est beaucoup dans le mental, dans le faire, dans la performance, bah, le rapport au corps, c'est quelque chose, et à son souffle, on a beaucoup perdu. Le yoga, ça peut être pour moi aussi un refuge. Dès que je me sens moins bien, je sais qu'il va falloir que je pratique plus parce que ça va m'apporter un bien-être ou que je médite. Mais ça, je dirais que c'est des choses assez que d'autres personnes pourraient raconter. Et par rapport à tes études et à ton métier de psychologue, est-ce que tu trouves un lien vraiment entre le yoga et la psychologie? Mm. Oui, oui, je pense oui que ça peut en être un. En tout cas, je les vois toutes les deux comme des pratiques qui peuvent être thérapeutiques. En tout cas, le yoga peut l'être aussi. Donc je le vois comme tous les deux comme des moyens potentiels de se sentir mieux avec soi-même. Et moi, je le vois comme un complément, c'est-à-dire, voilà, la psychologie peut bah, soutenir une pratique de yoga et inversement. Parce que justement, dans le yoga, on va avoir ce rapport au corps et avec la psychologie, on va être dans le mental. Et que souvent, voilà, si on est face à une difficulté, c'est bien de pouvoir aborder les choses sous ces deux angles-là, en fait. Je reviens au,
À ton premier cours que tu as fait, où tu as souffert, Mm. est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es sentie à la fin de ce premier cours, ou même tout du long du premier cours, vraiment de façon un peu plus profonde? Mm. Pendant le cours, je pense que mon ego en a pris quand même un sacré coup. J'ai trouvé aussi que quand tu commences le yoga, tu es vraiment à l'écoute de toi-même et que ça, c'est vachement précieux. Pendant le premier cours, je me suis comparée aux autres en me disant que j'y arrivais pas du tout, que je trouvais ça vachement dur. Et en même temps, après, quand tu continues, tu pars de rien, t'as pas d'objectif, et donc t'as cette écoute qui est vachement essentielle dans le yoga et qui est là, en tout cas moi qui étais là naturellement, de me dire d'être vraiment à l'écoute de moi-même, alors que après quand tu acquiers une certaine pratique et que donc tu vas plus loin, il y a des postures, voilà, maintenant tu y arrives et tout, et ben tu peux te faire rattraper à nouveau par cet ego en fait qui te pousse à aller plus loin et tout. Pour moi, tu perds l'essentiel du yoga. Et le yoga, c'est quoi pour toi? Je dirais que c'est de manière assez simple et basique une pratique voilà, corporelle avec les postures, les asanas, mais que ça c'est un peu le dessus de l'iceberg quoi si on pourrait dire. Et qu'il y a aussi le rapport avec la respiration, donc apprendre à voilà, prendre conscience de sa respiration, qu'elle peut être aussi une aide dans les pratiques et donc aussi après dans ta vie si tu la transposes et que ça peut être un moyen de peut-être te sentir mieux avec toi-même, de faire face à des moments difficiles, à des périodes angoissantes. Voilà, si ça te plaît, si tu t'investis. Donc dans ce cheminement du yoga, quelles sont les transformations physiques, mais aussi intérieures que tu as pu observer avec le temps? Donc évidemment, oui, que depuis ces années, mon corps a changé et puis mon intériorité aussi. Et je pense que le yoga a participé à ça, mais que c'est quelque chose de plus général. Ce que m'a offert le yoga de manière assez spécifique, c'est que oui, je suis beaucoup plus souple, ça c'est sûr. Et la méditation dans ta pratique? La méditation, elle est venue après. Je trouvais ça au départ très difficile. Je pensais que ça ne m'était pas accessible, que je n'y arriverais pas, et puis je mettais pas beaucoup de sens en fait, au fait d'être assis en silence. Et donc comme beaucoup de personnes, j'ai commencé avec des méditations guidées. Il y a quelqu'un qui nous guide dans notre pratique, qui nous amène à nous concentrer sur des choses en particulier, qui nous amène dans des univers, voilà, des voyages intérieurs, tout ça. Et donc on n'est pas seul en fait face à soi-même, face à son souffle, on est accompagné. Globalement, je dirais que la méditation a quand même peu de place dans les cours de yoga. Souvent c'est 5 à 10 minutes à la fin et encore il y a beaucoup de cours où il n'y en a pas du tout, où on va seulement être en shavasana à la fin, mais on ne va pas faire de méditation à proprement parler. Et je pense qu'à la base, j'ai commencé dans le même esprit, en fait, en me disant que voilà, je vivais une période difficile et peut-être que ça pourrait être une aide en plus. Et puis parce que quand tu es dans l'univers du yoga, tout ça, on parle de méditation, donc tu deviens curieux face à ça, voilà, tu as envie d'essayer, peut-être ça pourrait m'intéresser, si on en parle autant. Et puis c'était la grande époque de Christophe André, où on a commencé à beaucoup parler de lui, où la méditation s'est beaucoup démocratisée, donc forcément, voilà, tu lis des livres, tu vois des reportages, donc j'ai pratiqué pendant pas mal de temps sous la forme de méditation guidée. Je pense que j'ai vraiment découvert ce que c'était la méditation en profondeur il n'y a pas si longtemps en fait, quand j'ai fait ma première retraite de yoga, donc il y a 2 ans, où là c'est une retraite de yoga, en fait c'était pas la première, c'était la deuxième, mais là, c'était une retraite de yoga, de méditation zazen. Donc
donc le zazen a la réputation d'être un type de méditation assez rude. Donc c'est une méditation en silence qui est assez codifiée. C'est pour l'expliquer simplement, hein, mais je veux dire, voilà, il y a une manière de rentrer, de s'asseoir, de partir, de sortir de la méditation. Et c'est une méditation qui est en silence total et qui dure à peu près une trentaine de minutes. En tout cas, à la retraite où j'étais. Et donc moi, je vois sur le prospectus, quoi, voilà, yoga, méditation zazen, je tape juste sur Internet et je me fais une vague idée, en fait. Et je pense que, pourtant, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup anticiper les choses et tout. Et là, je connais pas le prof, je regarde son site et tout, mais j'y vais, je sais pas, ouais, je dois avoir une bonne intuition, je fais confiance, quoi. Et, euh, et donc, je découvre cette méditation. Je pense les deux, trois premières, elles nous guident quand même un petit peu. Et puis rapidement, donc le stage dure une semaine, on médite en silence et face au mur. Il y a ça aussi avec Zazen. Et les yeux ouverts. C'est vrai, c'est la première fois que j'aborde la méditation les yeux ouverts. Et d'ailleurs, au départ, ça me paraît trop bizarre, quoi. Dans le sens où, voilà, les fois où avant je médite, j'ai les yeux fermés, et puis ça me paraît le plus naturel, quoi. Ben, je ferme les yeux, donc je suis vraiment en intériorité avec moi-même. Et là, comment je peux être en intériorité en étant les yeux ouverts? Et donc, est-ce que finalement mon mental va pas être beaucoup plus actif parce que j'ai les yeux ouverts, et donc j'ai la sensation que mon intérieur à moi est plus ouvert. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que là où il y a quelque chose qui aide, c'est qu'on a les yeux ouverts, mais on est face au mur. Donc tu ne vois rien, tu ne regardes rien, tu ne peux pas voir les autres personnes, il n'y a pas de paysage, tu es complètement face à toi-même. Bizarrement, et à l'inverse de ce que je pensais, maintenant je pratique les yeux ouverts. Et je trouve ça, si je dois mettre c'est quoi le plus difficile, eh ben, je trouve ça plus facile pour moi. Dans cette pratique-là, chez les Zazen, justement, la méditation est vraiment vue comme un acte de partage, en fait. Méditer dans son coin tout seul, c'est pas vraiment vu comme un signe de méditation profonde pour moi, en tout cas dans un second temps, vraiment quand on décide de s'impliquer dans la méditation. Et je voulais savoir pour toi si la méditation pouvait être un acte humaniste ou de paix, parce que je sais que tu portes beaucoup de valeurs dans ta vie autour de la nature, autour des animaux. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur cette idée-là que la méditation, finalement, elle peut porter aussi des valeurs communes entre différentes personnes. Tu vois, je sais pas, les personnes que tu as rencontrées peut-être à ta retraite ou ce genre de choses. Mm. C'est vrai ce que tu dis, ouais, que il y a quelque chose de très fort en zazen, en tout cas comme je l'ai pratiqué, parce que j'ai finalement une petite expérience, mais on a chacun notre place, on a notre tapis, et tous les matins, tous les soirs, on pratique zazen, et chacun a sa place. Et il y a vraiment cette notion de groupe, comme tu dis, oui, qui est très fort. Et quand tu retournes après chez toi et que tu es tout seul, et ben moi j'ai été portée encore par ce groupe et par cette expérience justement que j'avais vécue pendant une semaine. Et j'y pense encore. Et c'est vrai que je me sens encore reliée à ces personnes. Mais c'est pas tellement à ces personnes en tant qu'individu, mais c'est comme tu dis, à l'énergie en fait du groupe, à ce qu'on a partagé et au fait que finalement on est relié et tu te sens pas seulement relié à ce groupe mais aussi au monde en fait. Et à cette retraite j'ai rencontré la prof et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et elle parle par exemple en ce moment, elle nous envoie en fait des comme des enseignements. Et d'ailleurs, à chaque début de Zazen, elle a toujours un enseignement à nous livrer qu'elle a tiré de maître. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'elle transmet. Donc il y a encore une fois cette notion de partage. C'est quelque chose qu'on lui a transmis, qu'elle nous retransmet. Et puis elle nomme la personne. Et elle disait, donc en ce moment, on est tous en train de vivre cette histoire de Covid. Et elle parlait de combien c'était important de revenir encore plus en ce moment à la pratique parce que l'univers avait besoin
de ça en fait et de ce que ça va émaner comme énergie. Je sais pas si je le Comme dis vibration. ouais, comme vibration quoi, c'est ça. Et qu'on devait d'autant plus revenir à notre pratique dans ce moment où on est tous pris par plein de doutes, de questions, de peurs, et que le monde en avait besoin. Et je dirais que c'est ça qui est vachement fort et que j'ai ressenti dans Zazen. C'est que c'est, comme tu le disais, une pratique éminemment pour les autres. D'ailleurs, elle parle beaucoup de ça, du fait que elle le dit pas comme ça, mais que elle dit se répéter je ne sais pas, qu'est-ce que je suis, personne. Donc finalement, voilà, il y a cette force des autres, du groupe, et moi, avec mon ego et ce que je ressens personnellement, c'est pas très important. En tout cas, on voit qu'il y a eu vraiment une connexion avec cette prof et que, en tout cas, elle t'a fait vivre des moments de transformation. En tout cas, on l'entend à ta voix. Mm. Et puis, certainement dans ta pratique. Et justement, tout ça nous amène au final dans ta vie, cette partie justement connexion aux animaux, à la planète, à la nature, que je trouve particulièrement fort chez toi et qu'on sent dès qu'on te rencontre en fait, cet attachement premier. Quelle place ça a dans ta vie? Ça a une place essentielle. Ouais, c'est ma mère, elle a ça aussi. Pour elle, la nature, c'est hyper important et c'est comme une source de bien-être. Et je pense qu'elle a dû me le transmettre sans que je m'en rende compte. En tout cas, ma mère, elle regarde la nature et les choses avec comme les yeux d'une petite fille. Elle est émerveillée de ça. Et parfois, peut-être, ça peut prêter à sourire, mais je pense que c'est aussi un cadeau parce que il y a ce regard innocent, émerveillé de ces petites choses. Et c'est vrai que moi, j'ai ce regard-là aussi sur la nature. J'aime, pour moi, c'est essentiel d'y être, d'y aller. Ça me fait énormément de bien. Je pense que c'est ce qui me fait le plus de bien. Ça me fait un peu ressentir les mêmes sensations que euh, quand je pratique le yoga. Cette sensation de bien-être, de paix, tout simplement. Et la nature, j'aime y aller, j'aime la regarder. Et je peux, maintenant que j'habite à cet endroit, je fais j'arrête pas de découvrir les mêmes chemins, des nouveaux chemins, mais j'arrête pas aussi de me balader sur les mêmes chemins. Et je les trouve toujours aussi beaux. En fait, ça peut paraître, je sais, complètement. On dirait que je suis complètement illuminée, mais c'est vrai. Non. Mais c'est vrai. En fait, c'est difficile à transmettre parce que c'est quelque chose vraiment d'un ressenti d'intérieur. Mais ça me fait du bien, tout simplement. Dans la nature, il n'y a pas de rapport à l'autre, je suis juste voilà, face à moi-même et j'ai pas à me préoccuper d'un autre, de ce qu'il pense, de ce que je dois dire, de ce que je dois pas dire, tout ça. Ah oui, c'est comme un refuge pour moi. Ça me ressource énormément, quoi. Alors du coup, par rapport à tout ça, c'est lien avec la nature, avec le yoga, avec l'autre, soi-même, ça fait plein de liens. Je t'ai connue faisant de la médiation équine, mais je sais qu'aujourd'hui, tu aimerais bien développer ça plus avec les chiens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Peut-être qu'est-ce que c'est la médiation? Aussi tout le côté psychologie, j'imagine, ton travail d'avant, etc. Mais en quoi ça se combine et Mm. comment ça peut amener, Mhm. apporter à qui? Mhm. Donc la médiation animale, c'est une forme de thérapie. Donc on va utiliser un animal. Donc ça peut être voilà, les chiens, les chevaux, les oiseaux, finalement, peu importe, dans les thérapies pour les personnes. Donc c'est bien pour aider les personnes et l'animal va être vu comme un médiateur en fait du lien entre la personne qu'on accompagne et le thérapeute. C'est comme si on était dans une relation triangulaire et où l'animal venait faire un pont entre le thérapeute et la personne. Et moi, en plus, je me suis spécialisée dans le travail avec les personnes qui ont des troubles autistiques. J'ai fait mon mémoire là-dessus, et où le lien et le rapport à l'autre est justement si compliqué pour eux, enfin peut être si compliqué pour eux, si source d'angoisse, et finalement de pouvoir trouver
un tiers qui va pouvoir permettre que ce lien se fasse plus facilement et soit aussi indirect et qu'on n'est plus dans une relation duel qui peut être très difficile pour ces personnes. Et là, on va médiatiser le lien par l'intermédiaire de l'animal. Mais c'est pour mieux aller vers l'autre. Donc c'est pas pour finalement se dire oui, mais après la personne, ok, elle a un super lien avec l'animal, mais dans son rapport avec les hommes, ceux qui côtoient le plus souvent, bah, c'est toujours aussi compliqué. Non, c'est vraiment utiliser l'animal pour mieux arriver à aller vers l'autre. Oui, et puis ça peut être, enfin, finalement, c'est une méthode qui peut être abordée dans, enfin, je pense tout de suite aux maisons de retraite, par exemple, ou ce genre de choses, mais c'est des choses qui sont possibles. Oui, bien sûr. Et par rapport à ton métier d'aujourd'hui, où tu accompagnes des personnes avec un handicap, comment ça se passe et comment tu envisages ton métier de psychologue aujourd'hui, qui est entouré de plein de méthodes de bien-être quand même? Et ben donc oui, aujourd'hui j'accompagne des étudiants dans leur cadre, enfin des personnes dans leur cadre d'étudiants, enfin scolaire quoi. Comme tu disais, c'est un premier pas dans vers ma vie professionnelle, mais moi j'aimerais bien dans le futur m'installer et j'ai une vision un petit peu particulière des thérapies, enfin, de ce que j'aimerais mettre en place avec les personnes. J'aimerais bien finalement pouvoir proposer des thérapies voilà, classiques en tant que psychologue et pourquoi pas allier ce que j'ai pu apprendre, donc que ce soit autour du yoga ou de la médiation animale. Je m'intéresse aussi pas mal à tout ce qui est la phytothérapie, l'aromathérapie et avoir une sorte de boîte à outils, de bagages et que je pourrais adapter en fonction des personnes que je rencontre, de leurs problématiques et pouvoir adapter la prise en charge. Je pense que ça m'est venu parce que moi-même, dans mon parcours personnel, comme tout le monde, je me suis retrouvée face à des difficultés et puis je suis allée un peu piocher. Et donc là où je me suis formée, c'est moi ce qui a pu m'aider, ce que j'ai pu trouver. La thérapie, le rapport au souffle, le yoga, les plantes, tout ça c'est des choses qui moi personnellement m'ont fait du bien. Et je me suis dit mais pourquoi pas pouvoir proposer à une personne de pouvoir retrouver ça en un même endroit. Peut-être que ça lui fera gagner du temps dans la compréhension d'elle-même. En tout cas, c'est mon désir, c'est mon souhait. Si demain tu rencontres un enfant, qu'est-ce que tu lui dirais de la vie? Parce qu'en fait, c'est des choses toutes bêtes. J'aurais envie de lui dire que même si c'est dur aujourd'hui, de se faire confiance sur, voilà, sur plus tard, le fait qu'il va grandir, qu'il va évoluer, et que les choses qui lui paraissent aujourd'hui voilà, tellement dures, peut-être dans le rapport à soi-même, dans le rapport aux autres, que c'est pas des choses qui sont immuables, que ça va évoluer en même temps que lui, parce que lui va cheminer et que du coup son regard sur ces choses-là, mais je trouve ça assez voilà, banal comme chose, quoi. Et puis, en fait, ça me plaît pas parce que je trouve que c'est pas... ça va pas vraiment l'aider dans l'actuel. Tu sais, toujours de se dire oui, mais tu verras, plus tard ce sera mieux, quoi. Enfin, bon, merci, mais bon, moi aujourd'hui j'en chie, quoi. Tu vois? Je pourrais lui dire de pas hésiter à en parler autour de lui. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut l'aider dans l'actuel. Parce que de penser à plus tard et de lui dire oui, mais tu verras, machin. Mais par contre, de lui dire voilà, si aujourd'hui tu ressens des difficultés, s'il y a des choses qui te font de la peine, s'il y a des choses que tu comprends pas, une vraie clé, c'est d'en parler autour de soi.
Moi, c'est quelque chose que j'ai compris peut-être un peu tard, en tout cas que j'ai eu du mal à faire. Et si quand j'étais petite, j'avais pu parler voilà, à mes proches ou même à d'autres enfants ou à des enseignants, enfin voilà, aux gens autour de soi, des choses voilà, qui me perturbaient, qui étaient difficiles pour moi, voilà, et de faire confiance dans le fait que il y aura des gens autour de lui pour le guider, pour lui dire que ce qu'il ressent c'est légitime, qu'on entend ce qu'il dit et puis que ben, on va t'accompagner pour t'aider pour que ce soit moins dur. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ça de plus important que le yoga à transmettre. C'est pas de faire les postures dans leur version finale. D'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être des profs, des enseignants, des maîtres qui ne savent pas faire certaines postures, ou en tout cas pas jusqu'au bout, et qui pourtant ont énormément à te transmettre, quoi. Revenir à l'essentiel. Ouais. Et c'est ça de plus beau que le yoga a t'apporté. Mais ça, c'est un chemin pour s'en rendre compte, pour le mesurer. Merci. Mhm. Merci beaucoup pour ce moment toutes les deux, pour cette petite tisane au thym. Et merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup Cassandre pour ton partage autour de la nature, du zazen et de la simplicité. Merci mille fois et à bientôt. Merci à toi.